Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter l'aventure de l'équipe Blablacar dans sa quête du Saint Graal de l'agilité. De son bafouillant début en Scrum jusqu'au temple de la sagesse cachée du Kanban. À travers les eaux tumultueuses de la transition agile. Mais sans plus attendre, je vous présente François Esch, qui est coach agile chez Blablacar depuis juillet 2015. Et je vous présente Nico Tricot, qui est Engineering Manager chez Blablacar depuis mars 2014. Alors, on va commencer une première partie où c'est un petit peu les aventuriers du post-it perdu. On va vous expliquer un petit peu comment la préhistoire de notre équipe tech, un petit peu comment ça a commencé. Avec au départ une équipe assez petite. On avait 5 développeurs, 2-3 products. Voilà, une équipe qui était finalement assez petite, qui fonctionnait avec quelques petits stand-up, voilà, une sorte de petite réunion le matin qui permettait de commencer un petit peu la journée. Et des tâches qui étaient assignées un petit peu comme ça, de manière assez directive. Ça fonctionnait assez bien. C'était un peu agile par nature, puisque voilà, avec aussi peu de personnes, on communique assez facilement et ça fonctionne assez bien. Donc voilà, c'était un premier postulat de départ, mais très vite, l'équipe va grandir. Et on va vouloir un petit peu, on commence à avoir des problématiques de se dire, ok, l'équipe grandit, est-ce qu'il faut la splitter, l'organisation, ça communique un peu moins bien, comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc on a fait un premier essai en fait, et de manière très basique, on s'est dit bon Scrum, on en avait entendu parler, Scrum c'est quoi? C'est un peu des stand-up, ça suffit, c'est à peu près ça. Donc on va mettre ça en place, et puis ça devrait faire l'affaire. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et puis non, ça n'a pas très bien marché. En fait, on a clairement en fait des problèmes. Ça marche pas très bien. Parce que déjà, on n'a pas de leader. On n'a pas de quelqu'un qui porte un peu ce projet-là. C'est venu un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et du coup, on manque vraiment d'une identité, d'une personne qui porte un peu ça. Un manque de connaissances aussi, tout simplement. On est parti avec un peu notre ignorance et du coup, on pensait que certaines choses, puis en fait, on se trompait pas mal, donc ça n'a pas forcément aidé. Ça n'a pas vraiment changé notre manière de travailler. On est resté très waterfall malheureusement, et puis du coup on avait aussi un mur un peu qui se créait entre tech et produit, puisque du coup il y avait les produits venaient voir directement les devs, on n'arrivait pas à construire cette relation-là, et ça n'avait absolument rien changé. Et en termes de gains, zéro. Donc là ça fonctionne pas, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Alors c'était une première approche du framework, mais le problème c'est qu'on l'a très mal appliqué. On a plutôt vu ça comme un ensemble de contraintes que comme vraiment des choses qui pouvaient améliorer, pardon. Et donc du coup on s'est dit de manière très modeste, on dit ça marche pas, donc en fait Scrum c'est de la merde, c'est bien naturel. Et en fait on va avoir un événement qui va un petit peu remettre ça en question, c'est l'arrivée de Christian, un engineering manager de Blablacar, qui va un petit peu reposer un peu les bases de ça et essayer de reconstruire quelque chose. Alors Christian, il va introduire des nouveaux concepts, un petit peu, la notion vraiment de complexité, quelques indicateurs, des choses comme ça. Donc on commence à avoir quelques petits éléments qui commencent à être un petit peu intéressants. Mais on a aussi un petit peu l'effet pervers de la chose, c'est-à-dire que Christian, par exemple, chaque réunion, il évalue un peu la vélocité individuelle des uns par rapport aux autres. Alors voilà, toi tu as fait, t'as fait 5 tickets ce sprint-là, c'est bien, toi tu n'en as fait que 4, attention. Donc voilà, c'est pas forcément très sain comme ambiance. Disons qu'il introduit un peu plus de compétition que de collaboration, ce qui n'est pas forcément l'intention initiale. Et du coup, voilà, on se dit, c'est bien gentil tout ça, mais on est un peu en train de scier la branche sur laquelle on est assis, ou plutôt scier le pont sur lequel on se trouve, et on va vouloir essayer de reprendre un petit peu les basiques de tout ça. Donc on va un petit peu engager un nouvel essai en fait. On va partir sur un deuxième essai un petit peu plus construit, où cette fois en fait on va repartir un peu de la problématique initiale. Donc on va se poser un petit peu avec Francis, notre CTO. On va dire ok, mais en fait qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut améliorer. Et donc on part sur un peu 3 principes. Le premier c'est d'arriver à récompenser les gens sur le travail qui est effectué. D'avoir une vision claire en fait sur ce qui se passe dans l'équipe en fait, et de qu'est-ce qu'on a pu achever, qu'est-ce qu'on pourra achever, et de aussi surtout du coup pouvoir communiquer ça auprès des autres équipes, pas seulement l'équipe technique, pour valoriser aussi le travail qui a été fait côté tech. Et du coup on se lance avec un petit peu un postulat de départ un petit peu différent. Donc déjà, on a une personne qui est clairement identifiée comme telle. Ça sera Julien Laure, ça sera quelqu'un de chez Théodo qui va nous aider un petit peu là-dessus. C'est pas forcément leur business au départ, mais du coup, lui avait une expertise, il va nous accompagner un petit peu là-dessus, à raison de 2 jours par semaine pendant plusieurs mois.
Et du coup, l'avantage, c'est qu'on a une personne identifiée comme telle, un référent, qui lui a une expérience et qui apporte aussi du coup une certaine légitimité. C'est aussi l'avantage d'avoir affaire à une personne extérieure, c'est qu'elle apporte une légitimité un petit peu à la chose, de par son savoir. On essaye aussi de se baser beaucoup plus sur la philosophie que vraiment sur les outils en tant que tels. Et du coup, en fait, après, on était aussi un peu pétri d'optimisme et on s'est dit, très bien, si on réfléchit un peu à ça en juin, le mois prochain, c'est bon, on va commencer à voir les bénéfices, les résultats, ça va aller assez vite, ça sera plutôt tranquille. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais bon. Donc voilà, on est parti, on a appliqué Scrum by the Book, voilà, on a pris le Scrum Book, appliqué, j'irais bête et méchant au départ. Ça marchait dans d'autres sociétés, donc ça devait marcher chez nous, il n'y avait pas de raison. Et puis c'est vrai que c'était, ça améliorait un peu tout ce qui était implication des équipes, il y avait quelques petits résultats visibles très vite. C'était aussi à l'époque, ça pouvait être aussi un argument de recrutement également, parce que dans d'autres sociétés, bien sûr, ça se faisait déjà, c'était quelque chose d'assez sexy, mais surtout, ça permettait à des gens d'arriver chez nous et de déjà connaître un peu forcément le framework de travail, en fait. Et du coup, ça permet comme ça de ne pas se sentir trop déboussolé quand on arrivait chez Blablacar. Donc, on commence à avoir des mesures un peu plus performantes. On arrive vraiment à voir aussi l'impact d'un nouveau dans l'équipe, comment l'arrivée d'un nouveau impacte la vélocité d'une équipe. Voilà, on commence à mesurer des choses et à se rendre compte de certaines choses qu'on avait plus avant sous l'ordre du feeling, mais qui commençaient à devenir un peu plus factuelles. Et du coup, et surtout le gros changement aussi, c'est qu'on aime avoir des problèmes. C'est-à-dire, contrairement à avant où les problèmes étaient des problèmes, c'est-à-dire qu'on avait un peu peur, on n'osait pas trop, on se disait pourvu qu'on n'ait pas de problème. Là, c'est un petit peu différent dans une approche où on assume de les identifier et on se dit ok, maintenant, à partir du moment où on les identifie, c'est bon, on va mettre en place des choses qui permettront les traiter. Et ça, du coup, c'est aussi un gros changement, c'est qu'on n'avait plus vraiment peur de ça. On était prêt à décomplexer, à se dire ok, on a un problème, là, ça marche pas, on peut le résoudre. Mais au moins, voilà, on est vraiment décomplexé là-dessus. Et c'est parti, on se lance. On fait ça un petit peu, peut-être pas du jour au lendemain, mais voilà, vraiment assez rapidement. On part sur des sprints d'une semaine. Avec une cérémonie en fait qui regroupe à la fois la review, la rétrospective et le poker planning. Et je dirais que peut-être la petite particularité qu'on avait chez Blablacar, c'est que la definition of done d'une tâche, c'était en production. Donc on n'avait pas forcément cet effet de démo qu'on peut avoir à la fin d'un sprint normalement, où du coup on présente un peu tout ce qui a été fait pour le valider. C'est-à-dire que là, au fil de l'eau, en fait, les tâches passaient en production. Donc du coup, on avait quand même gardé le principe des démos, qu'on faisait une fois par semaine également, mais c'était plus sur la base de volontariat des équipes, et d'essayer de présenter quelque chose. Voilà, c'était la petite adaptation qu'on a faite. Et du coup, c'est aussi une démo beaucoup plus globale, en fait, organisée à l'échelle de toute la boîte. Donc tous les vendredis, on se réunit dans la cuisine et une équipe peut présenter à vraiment toute la boîte son travail. Exactement. Et pour on avait des équipes qui n'avaient pas vraiment de couleurs, enfin plutôt si, ils avaient des couleurs justement, team red, team blue, team yellow, mais sans vraiment d'étiquette. Elles pouvaient travailler sur à peu près n'importe quoi. Je vous précise ça maintenant parce qu'on reviendra un petit peu plus tard sur l'organisation des équipes et ça aura son intérêt. Et puis bien sûr des bords de physique également classiques comme celui-ci où vous pouvez retrouver vraiment les colonnes classiques de backlog, de to-do, de ce qui est en cours, de ce qui est bloqué, de rendre les choses vraiment très, très visibles. On a la présentation de l'équipe en haut à droite, on a les indicateurs, burn down chart, les congés, les actions qui sont prises, voilà, un truc assez classique mais qui fonctionne. Et du coup, on avait un petit peu ces boards un peu partout dans les open space, ce qui permettait à tout à chacun, même non tech, de passer et de jeter un petit coup d'œil et d'avoir un petit peu un feeling sur ce qui se passait dans l'équipe, savoir si ça se passait bien ou pas, et éventuellement avoir un petit peu un état des lieux des projets sur lesquels on travaillait. Et ça commence à marcher, en fait. Ça, c'est cool, ça commence à marcher. On a clairement aussi, ce qui a beaucoup apporté, c'est qu'on a clarifié les rôles. Donc le rôle de PO, le rôle de dev, le rôle de Scrum Master, on arrive à clarifier ces rôles-là et à rendre les choses beaucoup plus, du coup à dire ok, on connaît chacun notre scope de responsabilité, on peut avancer là-dessus. On arrive aussi, du coup on split un petit peu les équipes, on a des équipes un peu plus petites, un peu plus efficaces. Et l'avantage, en tout cas au départ, c'est que le Scrum Guide, il a un peu réponse à tout. C'est une sorte d'appui, il a réponse à tout. Ça nous permet en fait d'entrer dans cet état d'esprit et d'en comprendre la philosophie avec des réponses un petit peu à toutes les questions qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Et puis du coup, Christian, heureusement, se retrouve un petit peu réhabilité, puisque maintenant, du coup, on ne parle plus évidemment de vélocité individuelle, mais de vélocité d'équipe, etc. Sauvé.
Et du coup, il y a des choses qui fonctionnent. Franchement, il y a des choses qui fonctionnent. Clairement, du coup, on a vraiment un engagement des développeurs sur le delivery avec les sprint goals, avec les différents sprints qu'on a. C'est beaucoup plus rythmé, on va dire. Donc ça fonctionne très très bien. En termes de management, on est beaucoup plus sur du coaching que sur quelque chose de directif. Donc là, on est plutôt là pour retirer les bloqueurs, accompagner les équipes et pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire. En fait, chaque équipe, ils connaissent le backlog et chaque personne prend dans le backlog ce sur quoi elle a envie de travailler. Une réconciliation tech et produit, ça clairement, on peut y baser sur le fait que comme on a clarifié les rôles, chacun sait où il doit intervenir et ça c'est plutôt bien. Une meilleure visibilité bien évidemment aussi sur ce qui se passe dans les équipes et voilà, et aussi, c'est vrai que les poker planning, l'un des avantages ça a des inconvénients, mais l'avantage que ça peut avoir aussi, c'est clairement on clarifie les choses beaucoup plus en amont qu'avant, et du coup on est un peu mieux préparé quand on commence sur quelque chose. Après, par contre, les choses qui fonctionnaient pas génial, c'est que le backlog il est figé, bien sûr, par définition. Du coup, qu'est-ce qu'on fait des prod issues? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème en prod qui survient? Comment est-ce qu'on traite ça? On va y apporter une solution, mais voilà, c'était une question qu'on s'est un peu posée. Et le fait que la cérémonie aussi, elle durait à peu près, comme on regroupait un peu tout ensemble, et ça dure à peu près une demi-journée sur une semaine, ça semblait un petit peu long. Alors, côté dev, ça faisait l'impression qu'il y avait quand même pas mal de meetings, ça prenait du temps. Et côté management, en plus, ils nous voyaient avec les cartes de poker planning, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent aux cartes? Comment ça se passe? J'exagère, je force un peu le trait, mais il y avait vraiment de se dire, est-ce que c'était vraiment utile d'aller aussi loin? Et ça nous mène à notre deuxième partie, donc de Process of Doom. Globalement, courant 2015, on va avoir une petite tendance des équipes à switcher sur une autre approche qui s'appelle Kanban. Alors je ne sais pas si tout le monde dans la salle est familier, mais on en entend pas mal parler. Je vois plein de têtes qui remuent, c'est plutôt bon signe. Du coup, on adopte un peu cette approche de flux dans pas mal d'équipes. Alors pas toujours pour les bonnes raisons, mais un peu pour ce que Nico vient de citer. Donc globalement, Scrum apportait son lot de biais, de choses un peu pénibles qu'on ne savait pas exactement comment adresser. Et pas mal de teams se disent, en fait, Kanban, ça peut être une réponse à ça, puisque globalement, ça va nous apporter, on drop le poker planning, qui était un peu painful, on a l'impression d'avoir effectivement moins de meetings, et une réponse parfaite pour absorber le tout venant, donc c'est-à-dire les problèmes de prod, le run, voilà, les bugs, etc. Et en réalité, on n'a peut-être pas forcément fait ce mouvement-là pour les bonnes raisons, comme je le disais, et donc on se retrouve avec d'autres soucis. Donc typiquement, dans la plupart des équipes, on a aussi arrêté des sessions de grooming, donc de backlog refinement régulières, disons. Donc on perd un peu ça. On a les PO qui commencent à s'inquiéter un petit peu sur leur visibilité sur ce qu'on délivre. On a également la notion de sprint goal qu'on met un peu de côté. Du coup, ça fédère un petit peu moins les équipes sur un objectif commun pour les 2 semaines qui viennent. Et en réalité, on commence à se dire, ok, ça a l'air plus simple, c'est un peu à la mode, c'est sympa, etc. Mais est-ce que finalement, ça répond vraiment aux besoins de toutes nos équipes? Et est-ce que finalement, si c'est plus simple, c'est toujours mieux? Donc en parallèle de ça, alors c'est le moment aussi où on recrute un premier coach agile full-time en interne chez Blabla. Donc j'ai la chance de rejoindre l'aventure à ce moment-là. Et vraiment mon objectif c'était d'être dédié complètement à cette mission-là, donc à améliorer le process, à travailler en étroite collaboration avec les engineering managers évidemment pour accompagner les équipes. Dans les biais un peu qu'on avait introduits initialement, Nico en a touché un tout petit mot je crois, mais on avait un peu un sentiment parfois de flicage dans les équipes qui venait notamment du fait que le Scrum Master était très souvent le manager de l'équipe et en réalité le stand-up pouvait se transformer un peu en une sorte de reporting, un peu de justification du travail que les gars avaient fait à leur manager plutôt que d'être un vrai moment de synchro pour toute l'équipe. Donc du coup, j'arrive avec un œil un peu plus neutre pour essayer de contrebalancer un peu ça. Et puis, alors début 2016 même, on a un petit retour en arrière où on se dit, finalement, Scrum, ça apportait quand même pas mal de choses qui étaient très intéressantes. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement piocher un peu dans chaque approche ce qui nous convient et la faire un peu à notre sauce? Donc on va garder un peu le cœur de Scrum et ajouter une petite pincée de Kanban. Ce qui va nous donner quelque chose qui ressemble à ça. Alors, dans la communauté, on parle un peu de Scrumban. En gros, on garde des cérémonies avec voilà, des sprints de 2 semaines, des sprint goals.
On prend une capacité de bande passante pour le run et les prod issues. On a une règle aussi qui est de dire on va arrêter d'estimer très en détail les tickets, parce qu'en réalité, vous le verrez un peu plus tard, mais il y a pas mal de monde qui commence à se dire que finalement ça apporte pas toujours la valeur souhaitée. Et on se dit, ok, un ticket Jira, alors on est passé sur un outil qui s'appelle Jira en cours de route, puisqu'on a des équipes qui sont maintenant distribuées. En réalité, donc, on se dit un ticket Jira, ça doit représenter plus ou moins une journée de travail. Donc c'est une moyenne. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Si c'est moins, c'est pas grave non plus. L'idée, c'est à peu près ça. Le sizing d'un ticket, c'est plus ou moins une journée. On n'a plus de poker planning, donc, mais on retrouve des backlog grooming pour vraiment refiner notre backlog au fur et à mesure et être prêt pour la suite. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude du micro. Et en fait, donc on se demande à un moment donné, avec cette approche Scrumban, est-ce que finalement on ne pourrait pas avoir un petit framework un peu made in Blablacar qui serait sympa, qui serait un peu le modèle pour toutes les équipes et qui serait un peu le one size fits all. Et en réalité, donc c'est plutôt une réflexion qui émane de notre management. Et en réalité, très vite, on tombe d'accord sur le fait que c'est pas nécessairement une bonne idée en termes d'amélioration continue, dans la mesure où on a des équipes qui peuvent avoir des contextes vraiment différents et pour le coup qui peuvent avoir des modalités de travail effectivement différentes puisqu'adaptées à leur contexte et leurs problématiques. Du coup, on arrive à l'heure actuelle à un modèle qui ressemble un petit peu à celui-ci, c'est-à-dire qu'on a un socle de base. En gros, toutes nos équipes vont avoir une mission, vont faire soit des sprints, soit du Kanban, vont avoir un board de Jira, vont faire des PR et vont délivrer tous les jours en prod, en déploiement continu. Ensuite, on va avoir la plupart des équipes qui ont donc tous ces éléments-là, qui vont continuer à faire des rétrospectives, des stand-up, qui sont colocalisés, etc. Et enfin, on va avoir certaines équipes qui décident de continuer, par exemple, à faire des poker planning, avoir un burn-down chart, des estimations, etc. Et ça nous va très bien comme ça. On n'a pas envie de formaliser vraiment un framework pour l'ensemble des équipes, mais vraiment leur laisser la liberté tant qu'elles répondent un peu aux critères de base qu'on définit pour vraiment l'ensemble des teams. Et alors là, jusqu'à présent, on a pas mal parlé un peu de process vraiment au niveau des teams. On va prendre un petit peu de recul maintenant sur cette troisième partie et vous parler davantage de l'impact au niveau de l'organisation des équipes. Merci, jeune homme. Du coup, on va changer un petit peu cette organisation d'équipe. Pourquoi ? Parce qu'au départ, à ce moment-là, en vérité, plutôt, on avait donc des équipes qui pouvaient toucher un petit peu à tout, et on avait des process de création de roadmap qui étaient douloureux. C'est vraiment un euphémisme, c'est-à-dire qu'en fait, on avait nos 3 fondateurs qui se mettaient dans une salle avec un product manager, engineering manager, quelques personnes, et de se dire, ok, voilà ce qu'on veut faire, on a une idée de projet qu'on veut faire, etc. Et on essaye de voir ce qu'on peut faire, on essaie d'évaluer les projets, on faire une sorte de t-shirt sizing pour essayer de voir un peu à niveau macroscopique ce que ça implique. Et eux essayer pendant plusieurs jours d'agencer ça pour que ça rentre dans les cases. Et le problème de ça, c'est que clairement, on se retrouve avec des projets qui sont hyper difficiles à comparer. Est-ce que faire cette fonctionnalité en Inde, est-ce que c'est aussi important ou plus important que de faire celle-ci en Pologne, par exemple ? C'est assez compliqué à évaluer et du coup, c'est un vrai casse-tête. Il y avait un deuxième aspect aussi, c'est que clairement, on avait une chaîne de décision un peu trop longue. C'est-à-dire que historiquement, au départ, quand on n'est pas nombreux, évidemment, il n'y a que 1-2 personnes impliquées dans une décision. Donc ça se passe assez bien, mais dès que la structure grandit, il y a des niveaux qui se créent, il y a des intervenants qui se rajoutent, et en fait on ne remet pas forcément ça en question, mais donc la chaîne devient juste plus longue, et on se retrouve à demander l'avis aux founders pour la couleur d'un bouton. Il y a un problème. Et enfin cette notion d'ownership, comme tout le monde travaille un peu sur tout, il n'y a pas vraiment de personnes ou de team identifiés sur une thématique donnée, sur la recherche ou des choses comme ça, c'est pas très clair. Donc parfois quand il y a un problème qui survient, qui s'en occupe ? Pas clair. Donc on va s'inspirer en fait de ce qu'a fait Spotify, la notion de tribu, si vous en avez peut-être entendu un petit peu parler, je vais rentrer un petit peu dans le détail derrière. En gros, une tribu, c'est quoi ? C'est une équipe qui va travailler sur une problématique donnée. À la tête de cette équipe, on va trouver 3 personnes. On va trouver le
le business ou le business need, on va dire, qui va vraiment être en charge de définir le pourquoi, qu'est-ce qu'on veut corriger, qu'est-ce qu'on veut améliorer. On va avoir le product lead qui, lui, va se charger de qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir répondre à cette problématique. Et enfin, le tech lead qui, lui, va définir le comment et le quand on va pouvoir le faire. Et dans ces tribus, on peut avoir une ou plusieurs squads, et chaque squad est composé d'un panel de personnes qui représentent l'ensemble des compétences nécessaires pour mener à bien un projet. Donc là, l'idée, c'est clairement de mettre l'accent sur l'autonomie et d'avoir en fait des équipes avec back-end, front-end, développeur iOS, QA, data analyst, enfin l'ensemble des compétences pour que justement la chaîne de décision soit la plus courte possible. Et le principe qu'on a eu, c'est de se dire, l'équipe, elle est autonome pour prendre les décisions qu'elle veut, à partir du moment où ce n'est pas une décision irréversible, où ce n'est pas quelque chose d'irréversible. Si c'est le cas, à ce moment-là, on valide un peu plus, on remonte un peu plus haut dans la validation, on va dire, mais globalement, l'équipe est autonome pour décider elle-même. Donc, en fait, une équipe, elle avait pour rôle une mission, par exemple, améliorer le taux de succès des nouveaux conducteurs sur Blablacar, et charge à elle, après, de toucher n'importe quelle partie de la plateforme pour y arriver, en fait. Donc, voilà, toucher la recherche, n'importe quoi. Et ça nous a donné cette organisation-là. On a défini 6 tribes, 6 tribus qui sont en fait axées sur les piliers qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire on a défini un petit peu quelles étaient les problématiques qu'on voulait absolument supporter, où on voulait vraiment avoir des gens qui soient en charge de ça. Donc on avait Grow qui était en charge de vraiment tout ce qui était acquisition de membres, comment mettre en relation les conducteurs et les passagers au mieux, voilà, ce genre de problématiques. Monetize pour tout ce qui est monétisation, les différents moyens de paiement dans les différents pays, etc. Care, qui était l'équipe qui se chargeait vraiment de la relation avec nos membres, les outils qu'on avait à disposition pour les aider dans leur démarche, etc. Satisfy, où là c'était qu'est-ce qu'on peut mettre pour augmenter juste la satisfaction des membres sur leurs attentes. Trust, où là c'est pareil, côté Blablacar, ça marche parce que les gens ont à un moment donné confiance en l'autre pour voyager ensemble, donc c'est clairement quelque chose qu'il faut aussi bien tacler. Et Engage, qui est là vraiment pour dire, voilà, une fois que quelqu'un est revenu, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette personne revienne. Et ces tribus étaient un petit peu liées à nos fondateurs en fonction de leurs affinités. Et on avait également un ensemble d'équipes transverses à ça, parce que parfois, je parlais tout à l'heure des QA ou des data analysts, mais on n'avait pas forcément assez de gens pour en mettre un dans chaque squad. Donc, elle restait un peu transverse et s'occupait d'une ou deux squads dans les tribes. Clairement, le fait de partager un petit peu cette mission commune au sein d'une tribu, clairement, ça génère de l'engagement. Et là, pour le coup, comme tout le monde est impliqué en fait, dans les décisions qui permettent de construire la solution qu'on veut pour résoudre une problématique, Dave y compris, tout le monde, ça permet quand même d'avoir un engagement beaucoup plus fort des équipes. Après aussi, le fait d'avoir ces équipes qui regroupent les compétences nécessaires, on a vraiment une décision très, très rapide et qui ne souffre pas de délai. Et en termes de dépendance par rapport à d'autres équipes, on réduit vraiment au minimum, puisque finalement l'équipe a toutes les compétences pour aller jusqu'au bout de sa démarche. Et voilà. Et en fait, là, il y a une question qui se pose. C'est de se dire, très bien, on a réparti ces gens avec différentes compétences dans les équipes, mais comment garder une expertise? Par exemple, vous êtes développeur iOS, comment garder cette expertise si vous êtes détaché des collègues qui font le même métier que vous? Comment vous partagez ça? Et c'est ce qu'on va tenter de résoudre. C'est une excellente question, et c'est d'autant plus important que dans la plupart de nos équipes, on avait simplement donc un dev Android, un dev iOS et un dev front-end. Donc forcément, ils étaient isolés du reste de leurs camarades. Et le modèle dont on s'est inspiré, qui a été mis en place chez Spotify, il y a une réponse à ça. En gros, ils apportent la notion de chapter et la notion de guild. Donc la notion de chapter, c'est assez simple. En gros, on réunit toutes les personnes qui ont la même expertise métier. Donc typiquement, tous les développeurs front-end vont se réunir et continuer à travailler sur des chantiers transverses et des problématiques d'innovation, de learning, de leur cœur d'expertise véritablement. On a fait quelque chose chez Blablacar, c'est qu'on a dédié en fait tous les mardis après-midi au chapter, puisqu'on s'est dit que si on n'avait pas un créneau dédié, ce serait forcément le premier truc sur lequel on allait rogner si besoin. Donc là, vraiment, tous les mardis après-midi, tout le monde est au courant que les équipes sont en chapter. On a aussi introduit la notion de guild, qui peut être alors une notion plus temporaire, qui cette fois-ci n'est plus liée à l'expertise métier, mais qui est vraiment plus liée à une thématique, un centre d'intérêt qui peut être commun à diverses personnes. Donc typiquement, on avait démarré avec une guilde sur l'agilité et une sur la qualité du code, donc qui regroupait vraiment des profils assez différents.
Et là, pour le coup, on avait une fréquence qui était un peu plus faible. Ça devait être tous les 15 jours ou tous les mois, selon les meetings. Et on commence à avoir quelque chose de pas mal, mais il y a toujours matière à s'améliorer. Et ce qui se passe courant 2016, c'est qu'on a un petit effet on itère un petit peu sur notre modèle de tribe et on voit comment on peut encore l'optimiser. En gros, les points sur lesquels on peut être meilleur, alors on a toujours un souci d'ownership qui cette fois-ci est un petit peu différent de précédemment, c'est-à-dire que maintenant on a des équipes qui ont un ownership très clair, mais en revanche on a certains bugs qui n'ont pas d'équipe assignée. Donc là on a ce syndrome un peu de bug orphelin dont on ne sait pas vraiment quoi faire. On peut avoir malgré tout, malgré tous les efforts qu'on fait en termes d'autonomie, on peut avoir des problèmes de dépendance entre projets, des équipes qui peuvent se marcher un peu sur les pieds. Tout à l'heure, Nico vous a un peu montré les différentes tribes qu'on a. Parfois, la frontière était assez fine entre un sujet qui appartient à la Care, un sujet qui appartient à Satisfy ou à Trust. On n'avait pas forcément des scopes qui étaient toujours si clarifiés que ça. Évidemment, ça nécessite un peu plus de synchro, puisqu'on peut avoir cet effet où au sein d'une tribe, tout le monde est au courant de ce qui se passe, mais d'une tribe à l'autre, peut-être un peu moins. Et enfin, on a eu ce sujet de comment contrebalancer le poids des projets qui émanent des tribes versus les projets qui devraient être portés par les chapters. Donc typiquement, un exemple tout bête, mais un sujet de migration Swift sur iOS. Comment est-ce qu'on le priorise, puisque ça ne répond pas forcément à un objectif business des tribes, pour autant c'est un sujet majeur pour le chapter iOS. Donc pour essayer de répondre à ça, on a introduit la notion de chapter lead. Donc en gros on a un lead par chapter qui est responsable de pousser pour ces sujets-là et de s'assurer qu'ils sont bien pris en compte dans la roadmap, puisqu'ils sont très importants aussi. C'est aussi le moment où on a une team agile qui grandit un petit peu. On va recruter 2 autres coachs à temps plein et on a également une autre personne qui est là à mi-temps. L'objectif étant toujours le même, de progressivement décharger les engineering managers qui continuaient pour certains à avoir ce rôle de Scrum Master sans forcément avoir l'appétence parfois pour le faire. Et avec cette équipe, on va aussi se poser la question de comment on peut essayer d'identifier davantage les problèmes par anticipation plutôt que de toujours un peu réagir à ce qui se produit. Et encore une fois, on va introduire quelque chose qui était dans le modèle proposé chez Spotify, qui s'appelle le Squad Health Check. Donc en gros, c'est un petit workshop qu'on va dérouler dans chaque équipe tous les quarters. Et ça va porter sur une douzaine de questions. Donc on réunit toutes les équipes. On leur donne des feux rouges, des feux oranges, des feux verts, et on leur demande de voter, donc typiquement sur qu'est-ce que vous pensez du process de l'équipe, est-ce que c'est facile de mettre en prod quelque chose, est-ce que la mission de votre équipe vous semble claire, etc. etc. Ça va nous donner quelque chose comme ça, donc une espèce de bilan de santé un peu de toutes les équipes, à un instant T, donc à l'échelle d'un trimestre. Et globalement, ça va nous permettre deux choses. Donc des améliorations évidemment transverses, puisque si on se dit que toutes les équipes déclarent que c'est très difficile de mettre en prod, que rien n'est automatisé, forcément l'effort ne doit pas venir que de chacune des équipes, mais il y a peut-être quelque chose de plus global à attaquer. Également évidemment des axes d'amélioration au sein de chaque équipe, qu'on va travailler directement avec chacun des managers et tous les membres de l'équipe pour trouver vraiment des actions qui portent leurs fruits et qui améliorent les choses. Et en termes de management, ça renforce aussi, disons, certaines décisions, ou ça met en lumière certaines choses. Donc là, typiquement, c'est un peu petit, mais sur l'équipe Learn, vous voyez que la mission est à 0%. Et en réalité, cette équipe a toujours considéré que son scope était complètement flou. Et pour le management, en réalité, c'était aussi un peu le cas. Donc on a fini par redispatcher les gars dans d'autres équipes et supprimer complètement cette team qui finalement n'avait pas de plus-value particulière. Donc less is more, c'est un peu le cheminement qu'on a fait. On a fini par rationaliser un peu nos équipes, en avoir moins, mais en s'assurant que chacune ait un impact significatif sur le business. Puisque précédemment, le problème qu'on avait, en fait, globalement, chaque tribe travaillait sur le sujet le plus prio pour elle,
mais ce qui finalement à l'échelle de la boîte entière n'était pas toujours le sujet le plus stratégique. Donc là vous voyez qu'on arrive à un modèle avec 4 tribes, donc une plateforme vraiment dédiée aux évolutions techniques de notre plateforme pour le coup, qui est véritablement matérialisée cette fois-ci. Et puis toujours Grow, Monetize et Relate. Relate qui reprend un peu le chapeau de tout ce qui est confort, j'allais dire, du membre de nos utilisateurs. Et également, on passe à un modèle où on n'a plus que 2 personnes qui lead les tribes, c'est-à-dire un représentant qui est à la fois produit et business, et un représentant tech. Et du coup, en fait, on va arriver sur ce qu'on appelle l'operating mode. Alors pourquoi ? On va vouloir en fait définir pour ces équipes-là. On arrive en fait à un stade où Blablacar, ok, on s'est pas mal développé pendant pas mal de temps. On a atteint un peu le sommet d'une montagne et là on arrive en fouet à se dire ok, bon maintenant c'est quoi la prochaine étape pour Blablacar ? Et du coup on a réfléchi à quelle pouvait être la prochaine montagne à gravir pour continuer à avancer en fait. Donc là c'est une remise en question de la vision de l'entreprise. Enfin, c'est ça qu'on reconstruit en fait derrière pour se dire ok, maintenant c'est quoi la prochaine étape dans les 5 à 10 prochaines années. Et on va créer en fait ce qu'on appelle la Product North Star, qui est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on veut être, nous, Blablacar, dans 5 ans, peut-être même 10 ans. C'est quoi l'idéal, en fait, ça existe, c'est vraiment, d'autres sociétés le font, c'est vraiment se donner une vision très long terme. Et à partir de cette vision, ensuite, on essaye de la décliner en des choses concrètes. Donc, on va partir de cette Product North Star, qui est vraiment la vision très long terme, à un Product Manifesto, qui est la vision plus à 10 mois, 1 an, en fait, la vision moyen terme. Et on va également transformer ça en programmes qui vont être un ensemble de choses que l'on veut réaliser pour arriver à cette étape-là. Les programmes, pour les mettre en place, on a créé un kick-off days en début de l'année 2017 pour se dire, bah voilà, les équipes se réunissent, on travaille sur ces programmes, on définit des objective key results, donc des milestones, on peut dire, pour aller jusqu'au bout du programme. Et ces OKR étaient un mélange de deadline et de mesures de ce qu'on veut atteindre à chacune de ces étapes-là. Je reviendrai un petit peu plus tard, mais voilà, on a travaillé là-dessus. Ça va poser quelques petits problèmes. Et c'est exactement ce que ce slide représente, c'est qu'on s'est dit intuitivement, on comprend la valeur de ce qu'on est en train de faire là, mais la manière de faire est peut-être pas forcément la bonne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très clairement, ça apporte de la visibilité sur le long terme, et ça c'est cool. Tout le monde l'a apprécié, on sait où on va sur le moyen terme et le long terme, et ça c'est cool. C'est vraiment cool, on sait pourquoi on travaille. On peut clairement beaucoup mieux anticiper les dépendances aussi, puisque du coup on arrive comme on réfléchit un peu en amont sur ce qu'on veut faire, on va se dire, ah oui, mais d'ailleurs, au moment où on va devoir entamer ça, il faudra qu'on ait ça de telle équipe, etc. Donc ça c'est clairement aussi très positif. Et comme tout le monde était impliqué, il y a une implication naturelle des gens sur les projets qui est plutôt bonne. Par contre, les problèmes qu'on a eu, c'est qu'on a eu un gros paquet de programmes, on a eu une 60aine si je me rappelle bien, ce qui était énorme, ce sera un autre problème qu'on discutera après. Et donc pour chacun de ces programmes, on cherchait un programme honneur qui est la personne qui va être un peu le représentant de ce programme, qui va être l'interlocuteur privilégié, qui sait à peu près à chaque instant où on en est, etc. Sauf que ce rôle-là, il a été tenu par des PO, par des devs, par un peu tout le monde, et les gens n'étaient pas forcément préparés à ça. Donc du coup, ils ne savaient pas trop ce qu'on attendait d'eux, donc il y a eu un fail à ce niveau-là, c'est qu'on n'a pas forcément assez accompagné ce rôle-là, on pensait que ça se ferait plus naturellement, et ce n'était pas le cas. Où ils n'avaient pas forcément le pouvoir de prendre des décisions, donc finalement ils avaient un rôle assez passe-plat, et qui n'avaient ni les moyens ni l'envie d'assumer. Exactement. Et enfin, je reviens donc sur le point sur la partie OKR avec les deadlines qui étaient fixés, c'est que clairement, si vous êtes un petit peu dans le monde de l'agilité, deadline, ça ne va pas très bien avec de l'agilité en fait. C'est que là, ça ne marche pas. Et en fait, au départ, ces deadlines, elles n'étaient pas là pour dire, il faut absolument la respecter et avoir ça, etc. C'est plutôt pour un outil pour essayer de se dire, ok, par quoi on doit passer, donc forcer la réflexion pour identifier les dépendances comme on l'a dit. Et du coup, ces deadlines, en fait, elles pouvaient bouger en vérité. Et ça aussi, c'est un message qu'on n'a pas assez transmis à l'équipe, et notamment pour les équipes qui font de la R&D, ou pour elles, c'était de la science-fiction, parce qu'elles disaient, mais attendez, on va prospecter sur une nouvelle techno, un truc, comment vous voulez qu'on sache vers quoi on doit aller, en fait, c'est quasiment impossible. Donc, il y a eu vraiment un petit malaise à ce niveau-là, et on n'a pas réussi à faire comprendre, en fait, que ces deadlines étaient juste un outil comme un autre, pour se dire juste, attendez, par rapport à ce qu'on a fait, en fait, on évolue, on est plutôt pas mal, on n'est pas bien, on les adapte. Et voilà, c'est un des points. La roadmap était clairement trop ambitieuse. Vous disiez une 60aine de programmes. On était nombreux, mais enfin quand même, on est nombreux, mais c'est quand même énorme.
Et du coup, en fait, on va voir pourquoi en fait, cette roadmap elle a été trop ambitieuse. Tout simplement parce qu'en fait, elle n'a pas été... attendez, je vais revenir après là-dessus. Non, on va le faire tout de suite. En fait, ça, c'est une citation de Dwight Eisenhower, qui est un peu la philosophie de ça. C'était de se dire, on veut planifier en avance. En gros, la citation, c'est de dire, plans are useful, but planning is indispensable. Is useless. Planning is indispensable. C'est l'idée vraiment sur un champ de bataille. On va prévoir forcément un plan, parce qu'on ne va pas partir, on ne va pas y aller comme ça sans rien. Mais on est sûr et certain, par rapport à ce que va faire l'ennemi, qu'on va devoir s'adapter. Et que les choses vont changer et que finalement, au final, ça ne sera pas du tout ce qu'on avait prévu au départ. En fait, c'était la philosophie de ce truc-là et qui a été très mal comprise et qu'on a très mal expliqué en fait. Donc voilà, on voulait un peu retomber sur cette philosophie-là. Et ce qui a changé aussi, ce qui a fait qu'on a eu cette roadmap un peu trop ambitieuse, c'est qu'elle a été uniquement orientée produit et à aucun moment la partie tech était impliquée. Or, c'est aussi pas bon de se dire, on ne peut pas en fait la rendre indissociable de la roadmap tech également, parce que cette roadmap tech, elle va permettre de définir ce qui est réaliste de ce qui ne l'est pas. Et éventuellement aussi de faire passer les projets qui nous permettront d'avoir une scalabilité, d'améliorer notre scalabilité, pardon. Et donc on a fait ce travail-là un peu a posteriori, c'est vrai, donc on essaiera d'être meilleur la prochaine fois, qui était de se dire de créer une North Star Tech aussi en regard de cette North Star produit et de rééquilibrer un petit peu tout ça. Et du coup, c'est un peu l'aventure qu'on a menée toute cette année. Et là, on est vraiment dans une phase où on essaie de se recentrer sur ce qui est vraiment important. Donc, ça passe par deux éléments principaux. Le premier, c'est l'ownership côté engineering. Donc, comme Nicole disait, le côté la roadmap, l'idée uniquement par le produit, c'était pas forcément une bonne idée. Et le deuxième point, c'est le focus, puisqu'encore une fois, donc 62 programmes, ça paraissait un peu trop ambitieux et c'est compliqué d'être concentré sur quelque chose quand on a tout ça à délivrer en même temps et que toutes les prios sont au même niveau. Du coup, ce qui est en cours chez nous, alors on a l'arrivée d'un nouveau VP Engineering, donc Olivier qui nous a rejoint il y a quelques semaines déjà. Moi maintenant. Moi peut-être maintenant. On a aussi en gros la roadmap et le delivery dont l'ownership est vraiment transféré officiellement côté engineering. Donc toujours en collaboration évidemment avec le produit, mais pour essayer de rebalancer ça. Petite parenthèse juste sur Olivier, c'est pas juste sa venue qui change les choses. Enfin, je veux dire, il n'est pas arrivé là comme un messie, mais c'est le fait qu'on avait une personne qui était vraiment maintenant intermédiaire entre la tech et la vision de la boîte aussi. Beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait avoir avant. Voilà, juste fin de la parenthèse. Tout à fait. On a également donc en parallèle l'évolution un peu du rôle d'engineering manager, puisque avec ce transfert d'ownership, il y a pas mal de choses à accompagner. Et on est également dans une phase de transition vers un modèle davantage en service. Et donc pour le coup, en termes d'ownership des équipes, c'est aussi un modèle qui est forcément plus simple, puisqu'on a une team qui met en place le service et qui est responsable pour son maintien, donc qui se sent vraiment complètement responsable de son sujet. En termes de focus, on a aussi fait un gros exercice de choisir ce qu'on n'allait pas faire en termes de roadmap, et on a défini vraiment 5 grosses priorités qui sont vraiment les 5 choses qu'on ne peut pas manquer. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que celles-ci, mais pour le coup c'est vraiment les 5 focus qui nous occupent au moins jusqu'à les prochains mois, disons. Du coup on travaille à avoir toujours des équipes plus autonomes et toujours à réduire les dépendances, même si on sait que nécessairement on n'arrivera jamais à complètement les éradiquer. On a encore une fois réorganisé les équipes. Alors ça fait beaucoup de réorganisations successives, mais cette fois-ci vraiment dans la perspective de coller à ses priorités et à ses focus qu'on s'est donnés. Et on a une team produit qui est également repositionnée vraiment sur son expertise et sa valeur ajoutée sur la réflexion, l'exploration produit, et moins sur des tâches de project management ou de lead roadmap. Voilà, on arrive aujourd'hui à une image qui ressemble un petit peu à celle-ci, donc avec 4 tribes. Alors je mets des guillemets sur les tribes, mais on reposera un peu la question juste après. Voilà, avec une nouvelle team qu'on appelle New Product Experience. Donc dedans, on a des gens qui refont des applications front et qui en profitent pour vraiment simplifier l'expérience. Donc on travaille sur une SPA notamment à ce niveau-là. Plus vite. Voilà, et une team service pour déployer les premiers services de paiement, de pricing, etc. Épisode 4. Pas le meilleur. Hein. C'est pas le meilleur, on va pas se mentir.
Du coup, c'est un peu ce qu'on a envie d'éviter en réalité, cet épisode 4. On aimerait passer directement au 5 en espérant qu'il sera meilleur. Donc là, c'est un peu les questions qu'on se pose en ce moment. Est-ce qu'on a vraiment de l'ownership pour toutes les parties de la plateforme? Est-ce qu'avec la transition vers les services, tout notre legacy, on gère bien le run ou pas? Donc là, on a monté une équipe spécialement dédiée à ça pour attaquer ce problème et un système de rotation. Et finalement, l'autre question qui est un peu plus conceptuelle qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut toujours parler d'une approche en tribe ou pas? Voilà. Avez-vous des questions? On a le temps pour une question, me dit-on. Monsieur? C'est une bonne question. Alors après, il y a deux aspects dans ce que vous venez de décrire, c'est que la première, même si parfois les équipes, là, en termes de structure, elles changent radicalement, dans la réalité, parfois ça faisait déplacer que quelques personnes, en fait, qui venaient compléter des équipes. Mais clairement, ces personnes-là, elles peuvent souffrir de ça, de ce déplacement tout le temps. Elles changent de collègues, elles changent de projet. C'est pas forcément simple. On n'a pas d'outil de mesure, enfin le squad check pourrait éventuellement être une partie de réponse, on n'a pas d'outil de mesure, mais clairement on cherche à minimiser parce qu'on sait que ça a un impact, à chaque fois on marque un temps avant de pouvoir retrouver une équipe dynamique et qui fonctionne bien. Après on essaie de faire ça évidemment en tenant compte un peu des profils qu'on a dans les équipes. Donc, typiquement je parlais de l'équipe paiement tout à l'heure. C'est une des équipes chez Blablacar qui a le moins changé depuis sa création. Donc en fait, on a une équipe qui est vraiment très stable avec des gars qui sont là depuis 3-4 ans et qui, pour le coup, eux, n'ont jamais changé de team et qui sont très très contents dans ce contexte-là et qui fonctionnent très bien ensemble, donc c'est parfait. Et on a d'autres profils où les gars sont arrivés plus récemment, sont très motivés, ils adorent changer, finalement ils commencent à s'ennuyer au bout de 2-3 mois sur le même sujet, donc ça leur plaît bien. Donc on essaie aussi évidemment de faire attention à ça et de s'appuyer sur les gens qui aiment le changement pour mieux l'accompagner.